L'écriture est la façon la plus palpable qu'a un disparu de réapparaître. Un manuscrit, c'est comme une résurrection, un silence calligraphique qui dit presque tout. J'ai trouvé cette citation dans un petit livre d'un physicien qui s'appelle Étienne Klein à propos de sa découverte d'un manuscrit inédit d'un autre physicien, Ettore Majorana. Eh bien, tout est dit, ou presque, dans la lettre qui vient de nous être lue, la lettre adressée par Daniel au lecteur de Madame Vertigo. Aujourd'hui, il est clair que le pouvoir des chiffres couvre et parfois occulte nos voix pour dire le tracas que nous font vivre bien des traitements. Et un peu plus loin, la médecine personnalisée s'est substituée à votre personne. Tout est dit de ce fil rouge de Daniel Brun. Ce fil rouge qui s'est rompu entre technicité et humanité. Et Daniel s'est employé à renouer ce fil jusqu'à son dernier souffle. Dès ses premiers pas à Saint-Vincent-de-Paul, à Gustave Roussy, dans les services d'oncologie et d'hématologie, elle a ressenti très très tôt ce déchirement en même temps qu'elle faisait la rencontre de personnalités extraordinaires, hors du commun, qui ont été décisives pour sa vie. D'abord Odile Schosgut. Odile Schosgut, infirmière pendant la guerre, devenue médecin grâce à l'aide de Robert Debré et Pierre Royer, ici même. Et Odile Schosgut est devenue la pionnière de l'oncologie pédiatrique. C'est Odile qui a déterminé la vocation et l'engagement clinique et universitaire de Daniel. Ça ne fait aucun doute, et Daniel se plaisait à le répéter, aux confins de la médecine et de la psychanalyse. C'est d'ailleurs à Odile que Daniel dédie son dernier livre. Et si Daniel a su rétablir le dialogue rompu entre technicité et humanité, c'est précisément par son narcissisme de vie, sa capacité incroyable, inouïe, d'établir des liens entre nous ce soir, qui sommes tous différents. Elle a voulu que, tout savant qu'ils soient, les médecins, sachent encore écouter, parler aux enfants, aux familles, aux fratries, les regarder dans les yeux, leur donner du temps, ce qu'il y a de plus précieux, du temps pour ces familles, et qu'ils apprennent à faire une place à leur subjectivité, à la double écoute du cœur et du corps. Mais elle a voulu aussi nous inciter à écouter aussi notre petite voix intérieure de médecin. Et c'est pourquoi elle a créé, ou en tout cas contribué à créer, à fonder l'UFR de psychanalyse de l'Université Paris Diderot. Voilà pourquoi elle a créé un GIS, un groupement d'intérêt scientifique, recherche clinique en médecine et en psychanalyse. Voilà pourquoi elle a organisé à partir de 1993, Stan Lyonnais faisait référence à un instant, à la Maison de la Chimie, des colloques pédiatrie et psychanalyse avec Roland Gori et Alain Vanier. Elle faisait salle comble ces réunions, pendant un week-end entier, et s'y pressait d'une sorte d'euphorie absolument inoubliable, le meilleur de la psychanalyse et le meilleur de la pédiatrie libérale, ambulatoire et universitaire pour une approche bidisciplinaire ancrée sur la relation médecin-malade. Quoi de plus urgent aujourd'hui, quoi de plus actuel, ici et maintenant, à imaginer que cette obsession de Daniel Brun. Nous sommes à l'aplomb, mesdames et messieurs, de l'amphithéâtre Maurice Lamy, où sous nos pieds s'est tenue en 1966 la conférence historique de Jacques Lacan sur la place de la psychanalyse en médecine. Comment ne pas mesurer la signification de ce qui n'a rien d'une coïncidence fortuite? Une maladie génétique ne peut se réduire à un problème technique, ni l'enfant malade à une molécule d'ADN altérée. C'est tout le contraire. Toujours plus de technicité appelle toujours plus d'humanité. Là est la modernité, l'actualité brûlante du message de Daniel. Comme une résurrection, Madame Vertigo a eu le pouvoir de nous rassembler aujourd'hui pour un sursaut, pour un nouveau départ peut-être. Et je voudrais que cette réunion ne soit pas un hommage final à Daniel, mais un sursaut, un nouveau départ, une invitation à poursuivre autrement, plus loin et plus fort. Vous connaissez évidemment le personnage de Gilberto, le personnage de Primo Levi. Je cite, « Gilberto, un homme dangereux, un petit Prométhée nuisible. Il est ingénieux et irresponsable, orgueilleux et sot. C'est un enfant du siècle. » Il ne peut pas y avoir d'excellence de la science sans conscience aiguë de notre humanité. Sinon, ça s'appelle la barbarie. Et ici, à l'Institut Imagine, nous faisons un point d'honneur à convoquer toutes les disciplines des sciences humaines et sociales pour nous aider à réfléchir. Car c'est la vocation aussi de cet institut
de participer, de faire venir à nous, ou d'aller vers ceux qui participent de cette ambition de lier de l'humanité à notre technicité. Ce n'est pas si simple, je dois vous le dire. Il y a eu beaucoup d'efforts, il y a toujours des efforts qui sont faits par notre direction actuelle pour essayer d'amener à nous d'autres disciplines. Et on voit combien nos organisations universitaires sont en fait construites en silos et combien aujourd'hui la pluridisciplinarité est devenue extrêmement difficile. Lors de mes dernières discussions avec Daniel, je l'avais pressé de pérenniser son œuvre, son travail. Je m'inquiétais de l'absence de suite parfaitement visible. Je lui demandais de préfigurer cette transmission, tant j'étais soucieux justement que ces messages passent effectivement aux jeunes générations de pédiatres. Surtout à ceux qui, comme c'est le cas ici, mais ailleurs aussi, sont confrontés tout jeunes, désarmés et totalement inexpérimentés à l'annonce d'une maladie génétique. Pour que, face à ce flot d'informations que déverse la génomique, auquel Stan a fait allusion, face à ces innombrables variants, de signification souvent inconnue, les enfants du siècle laissent une place au doute et à l'incertitude. Qu'ils sachent ce qui peut être entendu et ce qu'il est trop tôt pour dire, pour qu'ils ne confondent pas ou plus le diagnostic et le pronostic. Les paroles oraculaires, Didier vient de le dire, prononcées à ces instants, sont à double tranchant. Elles peuvent être des coups de fusil tirés à bout portant. Dans l'enfant donné pour mort, très beau livre de Daniel, elle nous explique combien l'enfant donné à tort pour perdu est difficile à réinvestir d'un projet de vie. On nous pardonne à la rigueur nos erreurs diagnostiques, disait Annie Barrois de Garches. On ne nous pardonnera jamais nos erreurs pronostiques. Je voudrais que se poursuive donc ce compagnonnage clinique des jeunes dans cette maison et ailleurs avec des seniors. Je voudrais que les consultations en binôme, psychanalystes, généticiens, qui ont commencé il y a 30 ans, ici, et qui ont été suspendues car jugées non prioritaires, alors qu'ils ont été considérés comme un joyau de notre institut par les consultants comme par les professionnels. Je voudrais que ça recommence d'une manière ou d'une autre. Je voudrais que soit enfin organisé par la faculté de médecine, pour les chefs de clinique et probablement aussi pour les internes, des simulations des consultations d'annonces. Ça se fait maintenant. Imaginez des simulations où l'interne ou le chef est mis en situation devant des comédiens et annonce un diagnostic ou quelque chose qu'il a à dire. Filme et ensuite analyse la consultation. C'est une expérience extrêmement riche et celles et ceux qui y sont passés par là ne l'oublient et ne l'oublieront jamais. Je voudrais vraiment que ces consultations d'annonces, de simulation de l'annonce, voient enfin le jour, comme je pense que ça s'impose, parce que nous n'y sommes pas préparés et ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend et ça s'enseigne. En un mot, je voudrais que l'œuvre de Daniel lui survive, que cette œuvre soit transmise aux générations suivantes à la manière d'un bon gène, un gène de résistance à l'indifférence et à l'inhumanité. Daniel, sache que tu te survis à toi-même au travers de tes élèves, de tes amis ici réunis et de ton enseignement. Merci Daniel.